Bienvenue dans La Truffe dans la gamelle, premier podcast de nutrition vétérinaire. Je suis Charlotte Deveau, vétérinaire nutritionniste, et je vous propose de mettre ensemble la truffe dans la gamelle. Notre invité du jour est Stéphane Dupont. Consultant en produits carnés, il travaille aussi dans le domaine du bien-être des animaux d'élevage. Expert des denrées alimentaires d'origine animale, Stéphane sait tout sur le devenir des produits d'abattoir. Alors, les croquettes sont-elles vraiment faites de bec, de plumes et de griffes ? Aujourd'hui, nous allons tout savoir. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, je voudrais commencer avec une notion qui fait peur à tout le monde, le fameux sous-produit animal. Est-ce qu'un sous-produit animal, c'est forcément un morceau sans aucune valeur nutritionnelle ? Pas du tout. Les sous-produits animaux, ils ont toujours existé. Toutes les parties des animaux d'élevage qui étaient non utilisées pour la consommation humaine depuis très longtemps ont toujours été valorisées pour de multiples usages. Par exemple, les peaux pour les fourrures. On a utilisé les cuirs pour faire les parchemins. On a utilisé les boyaux pour faire les cordes. On en utilise d'ailleurs encore pour faire les cordes de raquettes de tennis. On a utilisé la graisse pour l'éclairage public. Les os par exemple pour faire des boutons. On a utilisé la graisse également pour faire des produits cosmétiques. Donc tout ce qu'on appelle dans notre jargon le 5e quartier est valorisé. Et les abats ou produits tripiers sont des produits de ce 5e quartier. Une partie de ces produits rentre également dans l'industrie du pet food. Donc en gros, ce que tu nous dis, c'est qu'un sous-produit, c'est juste le produit que nous, les humains, on ne mange pas. Et ce sont les produits que nous, effectivement, humains, ne mangeons pas. Il y a des utilisations techniques, mais il y a aussi des utilisations en alimentation animale. Et je veux dire, dans les sous-produits, il y a aussi des sous-produits que l'humain ne consomme pas en direct, mais qui, une fois transformés, peuvent rentrer dans la consommation humaine. Je pense par exemple à la gélatine, qui est issue des os. Mais du coup, la notion de sous-produit, elle doit changer entre les différentes cultures, parce que nous, il y a plein de choses qu'on ne mange pas, mais qui sont mangées dans différentes cultures. C'est plus complexe que ça, parce qu'en fait, même nous, en France, il y a des produits qui étaient mangés dans les années 50, qui aujourd'hui ne sont plus mangés. Je pense, alors, c'est mangé de manière anecdotique, mais je pense par exemple à la mamelle ou au poumon. Poumon que dans le temps, on appelait ça du mou. C'était mangé par les hommes, mais aujourd'hui, c'est plus mangé, quoi. Alors, il n'y a même pas que ça. Enfin, les abats, en général, je ne connais pas beaucoup de personnes jeunes qui mangent encore des quantités d'abats significatives. Il y a une évolution, en fait, de la consommation des abats. Donc, dans les abats, il y a quelques produits qui marchent bien en brasserie. Donc, par exemple, tout ce qui est joue de bœuf ou joue de porc. Et puis après, il y a un report plutôt sur des abats nobles. Donc, par exemple, il y a une déconsommation du rognon de bœuf, mais il y a une évolution ou un report de consommation vers le rognon de veau. Les abats type foie de veau ou rognon de veau, aujourd'hui, sont valorisés en consommation humaine. Par contre, tout ce qui n'est pas valorisé en consommation humaine doit trouver d'autres débouchés aujourd'hui. Mais du coup, la joue, c'est considéré comme un abat ? Et la joue, c'est considéré comme un abat, tout à fait. Alors que c'est du muscle. C'est du muscle, oui, mais dans le process, c'est retiré à l'abattoir, en fait. Donc, on récupère les joues à l'abattoir, donc c'est considéré comme un abat. Alors du coup, quels produits, quand on abat un animal, quels produits vont partir en filière pet food et pourquoi ? Alors, en filière pet food, je veux dire, finalement, il n'y a pas grand-chose qui part. Hein. Dans ce que j'appelle abat noble, c'est le foie, le cœur, le rognon, les babines et les estomacs. Donc, c'est des produits nobles, mais qui n'ont pas trouvé de valorisation commerciale dans le circuit alimentation humaine. Et vous avez les poumons et les trachées, les mamelles, les rates. Et puis vous avez les testicules, vous avez l'œsophage qu'on appelle dans notre jargon l'herbière, enfin ce genre de produits. Voilà.
Donc, je veux dire, finalement, le marché, enfin les abats qui rentrent dans le pet food, c'est une toute petite partie des abats produits dans l'alimentation, de sortie abattoir. Donc en fait, parfois, on a peur qu'il y ait des animaux qui soient abattus pour le pet food, mais c'est pas du tout le cas. Les animaux sont abattus pour la filière humaine, et c'est une toute petite partie de ce qui reste que les humains consomment pas qui est valorisé en pet food. Vous avez 3 types de matières premières qui rentrent dans le pet food. Donc vous avez notamment pour les produits humides, donc c'est plutôt les pâtés, les boîtes de conserve. Vous avez des abats et des coproduits de catégorie 3. Et pour les produits secs, plutôt des protéines animales transformées, des pâtes. Tous ces produits, en fait, sont aptes à la consommation humaine. Donc, je vais vous expliquer rapidement la classification des sous-produits, parce que j'ai déjà parlé plusieurs fois de C1 ou C2 ou C3. Je pense que ça ne vous dit pas grand-chose. Donc, en fait, au début des années 2000, une des conséquences de la crise de la vache folle, ça a été la catégorisation des sous-produits animaux. Donc, avant tous les sous-produits animaux, ils étaient traités à peu près de la même manière. Ça a fortement évolué au début des années 2000. Donc, on a catégorisé les produits. Donc, les produits de catégorie 3, C3, c'est une liste qui est très très courte et ça correspond aux produits issus d'animaux aptes à la consommation humaine. On y retrouve également ce que les vétérinaires appellent les anciennes denrées animales et d'origine animale. En gros, c'est les produits ADLC dépassés. On y retrouve des coquilles d'œufs, etc. Et en fait, ce sont des produits qui ne présentent aucun risque sanitaire. Donc, à l'opposé de la catégorie 3, on a la catégorie 1, qui est aussi une liste très très courte. C'est tous les produits à risque liés à l'encéphalite spongiforme bovine, le SB, et on y retrouve également les cadavres de ruminants, puisque par principe de précaution, il y a des matériaux à risque liés à l'ESB dans les cadavres de ruminants. On y trouve aussi quand il y a des substances interdites, donc des viandes avec hormones, donc en Europe ça n'existe pas, mais on pourrait imaginer, et également quand il y a des problèmes de contaminants. Dans cette catégorie 1 aussi, on peut y retrouver tous les déchets de cuisine internationaux, donc tous les plateaux, enfin les restes de plateaux repas récupérés dans les avions, etc. Donc ça va en catégorie 1. Et vous avez une catégorie intermédiaire qui est la catégorie 2. Et en fait, la catégorie 2, c'est tout ce qui n'est pas catégorie 1 ou catégorie 3. Donc c'est une liste qui est plutôt ouverte et on y retrouve le lisier, les contenus digestifs, les cadavres de non-ruminants, les produits avec résidus médicamenteux. Tous les produits de catégorie 1 et de catégorie 2 ne peuvent pas aller vers l'alimentation humaine. Donc les produits de catégorie 1, ils peuvent être transformés en biofuel ou en combustible. Donc on fabrique des farines, mais ces farines servent à faire des combustibles qui sont utilisés par exemple dans l'industrie de la cimenterie. Les produits de catégorie 2, ils ont un peu plus de débouchés, donc on peut les utiliser en valorisation agronomique au travers de la fabrication d'engrais. On peut les utiliser en compostage, donc notamment tout ce qui est lisier et matière stercoraire, et on peut les utiliser en méthanisation. Seuls les produits de catégorie 3 peuvent aller vers le pet food ou la fabrication de protéines animales transformées. Si aujourd'hui on continuait à fabriquer des farines de viande, comme on le faisait par le passé, elles seraient issues de produits de catégorie 1, catégorie 2 et catégorie 3. Donc, suite à la crise de la vache folle, on a séparé. Catégorie 1, c'est les matières qui sont à risque pour la crise de la vache folle, donc en gros, on les brûle. Catégorie 2, on fait du compost ou de l'engrais. Et catégorie 3, c'est ce qui n'est pas à risque et ce qui peut partir dans le pet food. Oui, tout à fait. Et donc, tu nous as dit quelque chose d'important. Tu nous as dit qu'il faut toujours que ça ait été déclaré propre à la consommation humaine. Donc, tout ce qui rentre dans le pet food a été déclaré propre à la consommation humaine.
À l'abattoir, il y a 2 inspections qui sont faites par les services de l'État. C'est l'inspection ante-mortem, qui consiste à déclarer l'animal peut être autorisé à rentrer dans la chaîne alimentaire, et l'inspection post-mortem, qui se fait en fin de chaîne d'abattage, où on déclare l'animal propre à la consommation humaine, ce qui se matérialise par l'apposition d'une estampille sanitaire sur la carcasse. Et si jamais la carcasse est déclarée impropre à la consommation humaine, elle va où ? Et c'est pas une carcasse, ça peut être aussi une partie de carcasse qui est déclarée impropre à la consommation humaine. Par exemple, s'il y a un abcès sur une patte. Donc ces carcasses-là, elles ne sont pas validées à l'inspection post-mortem et elles sont orientées dans une zone de l'abattoir qu'on appelle zone de consigne saisie. Et les parties impropres à la consommation humaine sont saisies et sont orientées soit vers la catégorie 1 ou vers la catégorie 2. Et ensuite, la carcasse, une fois cette saisie effectuée, la carcasse est estampillée, et le reste de la carcasse est estampillé et retourne vers la consommation humaine. D'accord. Donc si c'est pas déclaré propre à la consommation humaine, ça ne pourra pas aller en pet food. Ça ne peut pas aller en pet food. Donc tous les pet fooders qui nous disent issus de viande propre à la consommation humaine, en fait, c'est comme tout le monde parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une différence entre la viande pour chien ? Parce que parfois on voit, soit dans des grandes surfaces, soit sur des sites internet, des trucs estampillés viande pour chien. Et c'est quoi la différence du coup avec la viande pour humain vendue en grande surface ? Est-ce que c'est une différence sanitaire ? Est-ce que c'est traité de la même façon ? Est-ce que c'est juste une différence nutritionnelle ? Est-ce que tu sais ce qui est derrière la viande pour chien ? Ce que tu appelles viande pour chien, c'est une barquette de viande qu'on retrouve dans le rayon boucherie ou c'est des produits qu'on trouve dans le rayon pet food ? Il y a un peu des deux. Alors, en grande surface, il y a quand même des trucs estampillés viande pour chien dans le rayon boucherie. Je me demande à quoi ça correspond. La viande pour chien qu'on retrouve au rayon boucherie, c'est des parties de viande qui sont plutôt nerveuses ou si un morceau de viande est tombé par terre, au lieu de le mettre à la poubelle, il est paré et ce qui est paré part en viande pour animaux, quoi. Et donc, tous les sites, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a des sites qui récupèrent du coup des produits en abattoir, mais du coup destinés à la consommation animale. Est-ce que ça aurait été manipulé sanitairement avec le même soin ? Une fois que c'est passé en catégorie 3, donc on a dit ok, ça part en pet food, est-ce que d'un point de vue sanitaire, on y fait aussi attention que de la viande pour humain ? Les produits d'abattoir qui vont en pet food, en France, ils sont collectés par des sociétés spécialisées. Donc, il y a 2 sociétés spécialisées qui collectent les sous-produits en abattoir et qui s'occupent de la partie logistique entre l'abattoir et les industriels de la fabrication du pet food. Maintenant, est-ce que les conditions sont excellentes ? Je dirais la façon de transporter ces produits-là, c'est souvent dans des grands bacs. Donc ces grands bacs sont conservés dans des locaux réfrigérés. Ça part dans des camions. C'est des camions réfrigérés. Et dans les usines de transformation, ça passe par des stocks réfrigérés. Donc d'un point de vue microbiologique, il n'y a pas de danger particulier. Par contre, c'est surtout visuellement, comme c'est des produits très exudatifs, c'est pas du tout appétissant, quoi. Alors, ceux qui partent pour faire des farines, à la limite, ça m'inquiète moins parce que les farines, je sais qu'elles sont stérilisées. C'est plus qu'actuellement, c'est vraiment la mode pour les gens de donner ça cru à leurs chiens. Et que, du coup, je me dis, ce qui est tout mélangé dans des grands bacs, c'est un peu moins sanitairement sûr que la viande pour humains qui est très surveillée. C'est une pratique que je connais très mal, hein, donc je préfère pas trop me prononcer. Je sais pas comment ça marche exactement. Oui, en fait, il y a une mode actuellement qui est de donner cru à son chien pour revenir à l'idéal de la nature, même s'il n'y a pas vraiment de chien dans la nature. Et du coup, on utilise du cru, mais donc issu de produits d'abattoir, mais de produits d'abattoir non destinés à la consommation humaine. Et alors, les produits entiers, encore, ça va, mais souvent, il y a des gens qui donnent des produits broyés, donc du cru broyé.
Et souvent, ces produits-là, alors les études n'ont jamais été faites en France, mais aux Pays-Bas, par exemple, en Allemagne, aux États-Unis, ces produits-là sont souvent très contaminés, parce que la viande crue, c'est quand même un produit contaminé et broyé encore plus. Et ces produits sont contaminés, et certes, les chiens et les chats tombent, eux, pas souvent malades de ça, mais après, leurs selles sont contaminés. Et actuellement, on pense que du coup, c'est un danger pour la santé publique d'avoir ces animaux nourris au cru qui vont disséminer. En fait, ils deviennent des petites salières à salmonelle ou à d'autres bactéries, et parfois elles sont multirésistantes, dans l'environnement. Je partage ton point de vue. Je veux dire, je me doute bien que déjà les abats, c'est plus contaminé que de la viande en sortie abattoir. Et puis que tu me dises qu'on retrouve des contaminations dans les selles et puis que derrière ça se répand dans la nature. D'un point de vue, je comprends parfaitement. Je suis assez d'accord avec ça. Alors pourquoi les abats c'est plus contaminé que la viande ? Parce que les abats sont à l'intérieur de la carcasse et proches de la cavité thoracique. Si on prend l'exemple de l'estomac et du boyau, ça contient les matières fécales. Là-bas, quand l'animal il est vivant, il n'est pas contaminé, mais au cours de l'abattage, il se fait contaminer parce que les bactéries du tube digestif, elles traversent et elles vont dans les abats ? Ouais, voilà, donc c'est par dissémination des bactéries du tube digestif et puis des opérations lors de l'éviscération de la carcasse, quoi. Donc quand on retire le tube digestif, en fait, on répand involontairement des bactéries un peu partout sur la carcasse. Non, parce que je veux dire, l'abattoir prend tous les soins pour faire ça proprement. Donc sur une chaîne d'abattage de gros bovins, on ferme les deux extrémités du tube digestif. On appose un clip sur l'œsophage. Donc on ferme tout le tractus intestinal côté œsophage et on fait également un ensachage du rectum. Donc ça consiste à retourner un sachet et le fermer sur le rectum. Donc on ferme l'extrémité intestinale de l'autre côté. Donc on a fermé côté œsophage et on ferme côté anus. Et ensuite, on fait l'éviscération. Maintenant, l'éviscération, c'est une opération assez difficile. Et notamment sur des vieilles vaches, il peut y avoir ce qu'on appelle des adhérences. Et donc, il faut tirer relativement fort sur la ventraie pour éviscérer la carcasse. Et de temps en temps, vous avez des déchirures au niveau de la panse. Et là, effectivement, on provoque des souillures de la carcasse. Il peut y avoir d'autres incidents d'abattage. Donc quand on fait la fente du sternum, si la scie glisse, on peut percer également la panse. Enfin voilà. Donc donc ces incidents d'abattage peuvent provoquer des contaminations et de la carcasse et des abats. Je veux dire, au niveau de la carcasse, quand il y a de tels types d'incidents d'éviscération sur la partie qui va rentrer dans la boucherie, il y a des parages qui sont faits pour enlever les souillures fécales et les industriels prennent des précautions pour que ces carcasses où il y a eu de tels incidents d'éviscération ne sont pas orientés vers la fabrication de viande hachée. Voilà. Par contre, sur les abats, les tris ne sont pas faits de la même manière. Les abats issus de carcasses avec accident d'éviscération, ils vont aller en pet food et puis une fois broyés, hachés, c'est là où toutes les contaminations peuvent avoir lieu, quoi. Donc on est d'accord quand tu nous dis qu'une viande qui est plus risquée sanitairement partira pas en viande hachée, c'est parce que la viande hachée c'est quand même un produit sanitairement plus dangereux entre guillemets, quoi. C'est le produit destiné à la consommation humaine, c'est l'un des produits les plus fragiles qui soit. Parce que le fait de hacher, en fait, ça va répartir les bactéries dans tout le produit. En fait, le muscle d'un animal, il est stérile. Et lors de l'abattage ou lors du désossage, quand on va polluer par les manipulations humaines, on va polluer le muscle en surface, mais l'intérieur reste stérile. Donc, tu imagines une petite couche de microbes à l'extérieur du muscle, mais une fois que tu haches ce muscle,
la fine couche de microbes qu'il y a sur la périphérie du muscle, elle est entraînée à l'intérieur de la viande hachée. Et après, quand tu prends un beefsteak, que tu le passes à la poêle, la fine couche de muscle qui est à l'extérieur, elle est détruite par la cuisson. Par contre, quand tu as une viande hachée, des bactéries, tu en as en surface à l'intérieur, et quand tu fais une cuisson, tu stérilises les bactéries qui sont en périphérie. Par contre, les bactéries qui sont à l'intérieur, celles-là, si tu montes pas assez en température, tu les stérilises pas, quoi. C'est pour ça que dans les fast-foods, ils cuisent leur steak haché comme de la semelle pour être sûr qu'il n'y ait plus de bactéries. Ils les cuisent à cœur. Sur les barquettes de viande hachée destinées à la consommation humaine, il y a quand même une mention de précaution où il est marqué à consommer cuit à cœur, mais on sait très bien qu'en France, c'est une particularité française, le steak haché, des fois, il est mangé saignant, voire il peut être mangé cru en tartare, quoi. Mais généralement pas par des enfants en bas âge ou des femmes enceintes ou des personnes... Mais je veux dire, effectivement, c'est pas recommandé pour les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Voilà. Donc c'est ce qui explique cette mention à consommer cuit à cœur qui figure sur la viande hachée. Tu nous as parlé du coup de la panse. Les barfeurs, dont tu ne connais pas très bien leur pratique, mais ils ont un aliment fétiche, un aliment un peu magique, qui est la panse verte. Mais apparemment, c'est très difficile à trouver, donc j'ai cru comprendre que les bouchers ne pouvaient pas vendre de la panse verte. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? C'est une subtilité réglementaire, c'est que la panse verte, en fait, c'est une panse brute, issue de l'abattoir. Donc on a retiré les matières stercoraires. Donc pour parler moins scientifique, les matières stercoraires, c'est la merde en fait, hein. Donc on a retiré la merde de la panse et la panse elle est brute. Et une panse brute avec de la merde, elle n'est pas éligible à la consommation humaine. Donc pour la rendre éligible à la consommation humaine, il faut faire son premier traitement qui consiste à blanchir la panse, c'est de la laver et de la passer dans de l'eau bouillante pour la raidir et enlever. Et cette opération de blanchiment a également des vertus pasteurisatrices, quoi. Donc les abats bruts, n'étant pas éligibles à la consommation humaine, ne peuvent être vendus en circuit consommation humaine. Donc les bouchers n'ont le droit de vendre que ce que les humains mangent et les humains n'ont pas le droit de manger de la panse pleine de contenu fécal dégoûtant. Voilà, je veux dire, c'est tout simplement ça. Alors, dans les pays du Maghreb, il y a des panses vertes qui sont commercialisées, mais derrière ce sont les ménages qui nettoient les panses et qui font le blanchiment et la cuisson. En France ou en Europe, c'est interdit. Alors, je ne sais pas par quel tour de magie ils arrivent à commercialiser des panses vertes. Je crois que ça vient quand même de pays européens, mais il doit y en avoir des moins regardants sur l'application de la réglementation. J'ai vu qu'effectivement, il y avait des panses vertes qui étaient vendues sur Internet, mais je ne sais pas si on en trouve dans des magasins spécialisés. Enfin, tu peux peut-être m'éclairer là-dessus. Ils en trouvent, mais du coup, comme c'est à destination du pet food, peut-être qu'ils arrivent à en sortir d'abattoir si c'est pas à destination humaine. Pour avoir des souvenirs d'autopsie de vaches, c'est aussi assez riche en paramphistome, qui sont des vers peu appétissants. Et puis je me dis, il y a peut-être des aimants, parce que quand les vaches font des corps étrangers, on leur met des aimants. Oui. C'est vraiment pas un truc que j'irais manger comme ça, cru, mais bon, après... Effectivement, je trouve ça surprenant, mais bon... C'est les joies de la nature. Les paramphistome, c'est naturel, donc les gens n'ont peut-être pas peur de donner des paramphistome. Après, comme c'est broyé, ils doivent pas voir ce qu'il y a dedans, mais à mon avis, il y a des vers. Et au niveau prix, c'est cher ou pas ? C'est une excellente question et j'ai jamais regardé, mais je ne sais pas. Comme c'est difficile à trouver, je pense que c'est pas donné, mais je ne sais pas. Ce qui est rare et cher. Bon, c'est... Non, mais voilà. Il y a peut-être aussi derrière ça, il y a une mode et puis il y a peut-être aussi un appât du gain. Hein. Il y a une notion de formulation et d'équilibre alimentaire. Qui fait l'équilibre alimentaire ? C'est l'utilisateur, en fait.
Mais en fait, ils considèrent que c'est comme en humaine, que tu vois, nous, on mange comme ça et ça va. De tout et de rien. Et donc, ils disent, je fais pareil pour le chien. Mais si nous, on savait qu'on avait des carences, si je te disais, tiens, Stéphane, t'es carencé en magnésium, voilà un complément, tu le prendrais. Et chez le chien, on a l'occasion de faire ça. On a l'aération, on dit, tiens, elles sont carencées en ça, 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 et on peut complémenter de telle manière. Mais en fait, on est vraiment sur un domaine de la croyance, donc c'est compliqué. Est-ce que tu sais comment c'est fabriqué la VSM, donc la viande séparée mécaniquement? Il me semble que c'est ça qui rentre dans beaucoup de produits de pet food, et même certains barfeurs donnent cette VSM à leurs animaux. Donc c'est quoi exactement la VSM? Alors, déjà, dans la VSM, c'est un produit qui existe depuis longtemps. Alors, dans les VSM aujourd'hui, on ne peut plus produire de VSM issus de ruminants. Toujours à cause du risque ESB. Donc on ne peut produire que des VSM de porc ou des VSM de volaille ou on pourrait dire, alors, la technologie est la même, je ne sais pas si ça existe, mais ça existe en alimentation humaine, des VSM de poisson. Donc les bâtonnets de surimi, en gros, c'est de la VSM de poisson. Donc la technologie d'obtention de la VSM, en fait, c'est de partir de matières osseuses et de presser les os dans une chambre avec un piston, et dans cette chambre de compression, à la sortie, il y a une filière, un tamis, où on récupère d'un côté une espèce de bouillie qui ressemble qui est rose pâle et qui est la partie VSM, et puis une partie qui est plus solide qui est la partie osseuse. Donc après, on peut jouer sur la pression, on peut jouer sur la taille des filières, et c'est ce qui va catégoriser, en fait, parce qu'il y a deux types de VSM, il y a les VSM basse pression et les VSM haute pression, et les VSM basse pression sont qualitativement meilleurs, c'est-à-dire que et la qualité d'une VSM, en fait, se détermine notamment au travers de son taux de calcium, parce que plus il y a de calcium, plus il y a de particules osseuses. Voilà. Donc, et les VSM en alimentation humaine servent à fabriquer de nombreux produits. Donc, tous les produits de type saucisse pâte fine, donc les produits de type saucisses de Strasbourg, saucisses de Francfort sont souvent fabriquées à partir de VSM. D'ailleurs, ça doit être quand c'est fabriqué à partir de VSM, ça doit être indiqué dans la liste d'ingrédients. Vous avez bon nombre de nuggets de volaille qui sont fabriqués à partir de VSM. Donc voilà, donc c'est un produit qui une fois encore est apte à la consommation humaine. Mais c'est indiqué comment dans la liste d'ingrédients? C'est écrit viande séparée mécaniquement? C'est écrit viande séparée mécaniquement, tout à fait. D'accord. Et il me semble que la fricadelle aussi, c'est de la VSM. Oui, dans la fricadelle, on peut retrouver de la VSM, tout à fait. Donc moi je pensais que c'était une machine qui grattait les carcasses pour récupérer la viande, mais en fait c'est un truc qui les presse pour en gros séparer la viande des os. Non, on presse les carcasses et on récupère la viande qui reste sur les os après opération de désossage. D'accord. Donc en gros, nous, sur une carcasse, on enlève les morceaux que nous les humains on mange, oui. Et ce qui reste est en gros la viande qui est un peu attachée aux os, on la sépare comme ça en appuyant dessus pour sortir la viande d'un côté et les os de l'autre. Voilà. Et donc, plus notre viande elle est riche en calcium ou en phosphore, plus notre VSM elle est riche en calcium ou en phosphore, et moins la séparation a été efficace, et plus il y a d'os, et donc moins elle est qualitative d'un point de vue nutritionnel, quoi. Je vais pas dire la séparation est efficace, c'est parce qu'on pour récupérer plus de matière, on a pressé plus fort. D'accord, je vois. Voilà, et donc comme on presse plus fort, on récupère plus de matière, mais la matière est plus riche en calcium, c'est-à-dire qu'elle contient plus de cellules osseuses. Et donc cette viande séparée mécaniquement, on n'a pas le droit d'appeler ça de la viande parce que c'est pas que de la viande, il y a aussi un peu d'os dedans, quoi.
Voilà. Et puis, donc ça s'appelle viande séparée mécaniquement, tout à fait. Et du coup, tu as dit qu'on n'avait pas le droit de le faire pour les ruminants à cause toujours de la crise de la vache folle. Donc du coup, en agneau, qu'est-ce qui va rentrer? Parce que les gens aiment beaucoup les croquettes à l'agneau. Mais si on ne peut pas faire de VSM en agneau, qu'est-ce qui va rentrer dans la croquette? Dans la croquette d'agneau, il va rentrer, si c'est croquette, c'est produits secs. Et si c'est produits secs, ça va être plutôt des protéines animales transformées d'agneau. Et alors ça, on fait comment des protéines animales transformées? On va broyer les sous-produits et les cuire. Et on va fabriquer une poudre, en fait, une farine, quoi. Mais sauf que ça s'appelle plus farine, ça s'appelle protéines animales transformées. C'est la terminologie, le nom a changé, mais la technologie de fabrication, c'est exactement la même qui était utilisée que pour les farines animales dans le temps. Alors, je veux dire, je vais rajouter quand même deux bémols. Premier bémol, c'est que pour fabriquer des protéines animales transformées, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, ce n'est fait qu'à partir de viande apte à la consommation humaine. Et le deuxième bémol, c'est que les process sont autrement plus surveillés que par le passé. Et donc, il y a un contrôle strict des barèmes thermiques pour fabriquer ces protéines animales transformées. Et ces barèmes thermiques, on est d'accord, qui servent en gros à stériliser la farine pour éviter les contaminations bactériennes. Il y a des évolutions d'ailleurs dans les protéines animales, puisque également les protéines d'insectes sont valorisables dans la nutrition animale. Donc aujourd'hui, il y a des opérateurs qui commencent à faire des élevages intensifs d'insectes, jusqu'au jour où les ONG animalistes dénonceront le bien-être des insectes. On est d'accord que l'élevage d'insectes, c'est donc de l'élevage intensif. Je voulais revenir du coup à l'agneau, parce que si on peut pas faire de viande séparée mécaniquement, ça veut dire qu'on met la viande et les os et qu'on n'a pas pu les séparer dans le pet food. Je veux dire, si on peut pas faire de viande séparée mécaniquement, les restes d'os partent avec des résidus de viande vers la transformation. Mais je veux dire, c'est interdit de fabriquer de la VSM à partir d'os d'agneau, voilà. Bah oui, mais du coup, ça c'est intéressant parce que, je pense que tu connais pas le marché, mais les croquettes à l'agneau, par exemple, il n'y en a pas dans les croquettes vétérinaires, justement parce que comme c'est pas possible de séparer la viande des os, c'est pas assez qualitatif nutritionnellement. Et quand tu regardes les croquettes à l'agneau sur le marché, il y a toujours des teneurs en calcium et en phosphore très très hautes, qui correspondent en fait à des teneurs en os très très hautes, puisqu'on n'a pas pu les séparer. Le gisement de matières premières, il doit pas être trop élevé, quoi. Le premier gisement, ça doit être les matières premières issues de porc, le deuxième issu de bovin, et le troisième issu de volaille ou peut-être même volaille en tête. Mais par contre, le gisement d'agneau, il doit être tout petit, puisqu'on n'est pas un gros pays consommateur d'agneau en France. Oui, c'est ça. Je dirais oui, 1 volaille, 2 porcs et 3 bœufs, peut-être quelque chose comme ça. En France, l'agneau, on en consomme très très peu. À Pâques. À Pâques, oui, mais on en consomme très peu, quoi. Je veux dire, c'est pas une grosse consommation, c'est pas une filière où il y a d'énormes volumes, quoi. Ouais, c'est sûr. Écoute, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Et puis, je te dis peut-être à bientôt. Tu m'emmèneras visiter un abattoir un jour? C'est toujours très difficile. Les abattoirs n'aiment pas se montrer. Et je veux dire, ça se comprend, quoi. Je veux dire, c'est quand même un outil où on met à mort dans les meilleures conditions possibles les animaux d'élevage, et la mise à mort reste une mise à mort. Donc c'est quelque chose qu'on ne montre pas. Mais c'est vrai, ça. Alors nous, on en a visité à l'école vétérinaire, évidemment, puisqu'on avait un cursus de qualité et sécurité des aliments. Et c'est vrai qu'on s'est dit, c'est la chose la moins médiatisée. On peut tout médiatiser, mais pas les abattoirs. Et c'est vrai que quand on y va, forcément, c'est choquant. Et en même temps, on se doute bien tous que quand on mange de la viande, elle a été abattue. Mais c'est vrai que de le voir, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quand même important d'en prendre conscience. Tout à fait, mais je veux dire, quand même, par le passé, au Moyen-Âge, les animaux, ils étaient tués chez les bouchers, en plein centre-ville. Le sang, il allait dans l'égout, ça gênait personne.
Et c'est depuis à peu près, c'est l'époque napoléonienne où ont été construits les premiers grands abattoirs. On a essayé d'écarter cette mise à mort des animaux de l'œil du consommateur. Donc c'est là où on a commencé à faire les grands abattoirs en périphérie de la ville de Paris. Et puis, on a complètement éloigné la mise à mort des animaux du grand public. Si on regarde un petit peu au début du siècle, même jusque dans les années 50, où il y avait encore une population rurale assez importante, et quand les cousins ils venaient de Paris, on tuait le cochon à la ferme. Donc les gens étaient quand même habitués à côtoyer cette mort des animaux d'élevage. Et depuis peu, finalement, la population rurale se spécialisant, la population rurale diminuant, la population des villes est encore un peu plus éloignée de la nature. L'utilisation des réseaux sociaux font que les gens ils ont complètement perdu cette notion que pour manger de la viande il faut tuer l'animal, quoi. Mais aussi d'un point de vue sanitaire, il me semble que c'est pas interdit aujourd'hui l'abattage à la ferme. D'abattre un cochon à la ferme, je crois que c'est autorisé dans le cadre d'une consommation familiale. C'est interdit d'abattre à la ferme pour faire de la vente à la ferme ou de la vente au consommateur, mais dans le cadre d'une consommation familiale, c'est encore autorisé. Mais bon, ça se pratique pas pratiquement plus, hein. C'est marrant ce que tu dis sur les bouchers, parce que quand j'ai été visiter Florence, on m'a expliqué que le Ponte Vecchio à Florence, donc le pont super célèbre de Florence, au départ, il y avait tous les bouchers là, comme ça, tout le sang, il coulait directement dans l'Arno, donc dans le fleuve. Directement dans la rivière. Tous les abattoirs, généralement, les vieux abattoirs, pas les abattoirs récents, mais ils étaient toujours implantés à côté d'un cours d'eau, ne serait-ce que pour effectivement évacuer le sang, mais également pour nettoyer les pots, etc., quoi. C'était bien fait. Et je veux dire, un abattoir, même un abattoir aujourd'hui, ça nécessite dans le process, ça nécessite beaucoup d'eau. Pour nettoyer, ne serait-ce que pour nettoyer les panses, quoi. Quand elles sont nettoyées. Mais elles sont nettoyées. Je veux dire, c'est les panses vertes qui ne sont pas nettoyées. Mais les panses sont nettoyées en France. On peut se rassurer en tout cas que nos animaux de compagnie ne génèrent pas d'abattage supplémentaire, ils ne consomment que ce que nous ne consommons pas. Je veux dire, non, je veux dire, ils contribuent à l'équilibre global de la filière, hein. Je veux dire, il n'y a pas de lait sans viande, il n'y a pas de viande sans cuir, tout est un ensemble en équilibre. Si demain, les animalistes arrivent à leur fin, et donc il n'y a plus d'élevage ni d'abattage pour la consommation humaine, je ne vois pas ce que mangeront nos chiens et chats, quoi. Des souris. Oui, mais bon, donc il y aura moins de chiens et chats qu'il y en a aujourd'hui. Oui, mais sûr, parce que le chat d'appartement à Paris, il a plus de mal à attraper des souris. L'industrie ou l'alimentation des animaux de nos animaux de compagnie, alors pas tous, pas les lapins, mais tous les animaux carnivores reposent aussi sur l'activité humaine, quoi. Je veux dire, et l'activité humaine au travers de la consommation de viande et de produits laitiers. Bien sûr, on est d'accord. Eh bien, écoute, je te remercie pour cette interview vraiment très intéressante. Et puis, puisque tu ne veux pas m'emmener dans un abattoir, je ne te dis pas à bientôt, mais peut-être au plaisir d'une nouvelle interview un de ces jours. Ok, merci, au revoir. Dans cet épisode, nous avons appris qu'absolument tous les produits qui rentrent dans le pet food sont propres à la consommation humaine. Donc, ce n'est pas une allégation pertinente. Seules les panses vertes utilisées dans le barf ne sont pas propres à la consommation humaine pour des raisons sanitaires et ne devraient d'ailleurs pas être vendues. De la même façon, les hormones de croissance sont interdites en Europe, donc il n'y a pas besoin d'alléguer qu'un produit est sans hormones de croissance, car c'est le cas de tous les produits.
Nous avons aussi appris que les abats sont les produits les plus contaminés. Ils ne sont d'ailleurs jamais mangés crus en humaine. Leur présence dans les broyés crus industriels pourrait expliquer la contamination importante de ces produits. Enfin, la qualité des matières premières utilisées en pet food peut être jugée par la quantité de calcium et de phosphore. Plus il y en a, plus les matières premières sont riches en os, et donc moins les protéines sont de bonne qualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager et surtout vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt!